Bonjour tout le monde, nous y voici. Depuis le temps que je vous en parle, on va faire la carte électorale pour la course à la présidence des États-Unis. Donc, avant qu'on se lance dans les États et qu'on puisse enfin comprendre pourquoi tout le monde obsède sur la Pennsylvanie, euh, je vais d'abord vous rappeler qu'est-ce que le scrutin présidentiel aux États-Unis. Ce n'est pas le scrutin universel, donc la personne qui recueille le plus de votes n'est pas automatiquement nommée présidente. C'est arrivé plusieurs fois que la personne qui n'avait pas le plus de votes a été en fait élue présidente. C'est en vertu du truchement du collège électoral. Le collège électoral est une façon que les États-Unis ont trouvé de se réconcilier avec le Sud. Ça a un passé esclavagiste assez lourd, assez même regrettable. Donc, les États du Sud étaient fortement peuplés, mais peuplés d'esclaves. Donc, ils voulaient avoir un plus grand poids démographique. Ils ne voulaient pas que ce soit simplement le scrutin à un tour universel. Parce que eux, il n'y avait pas tant de population, mais il y avait beaucoup d'esclaves qui, évidemment, n'avaient pas le droit de vote. Donc, ils se sont dit, OK, d'accord, on va tenir compte du nombre de personnes qui habitent dans votre territoire en vous donnant, en faisant ce collège électoral. Et puis, on comptait chaque esclave comme 3/5 d'un être humain. Donc, on comptait le nombre d'esclaves, on multipliait par 3/5, ça donnait le nombre d'équivalents de citoyens. Donc, assez glauque quand même comme histoire, ce système, mais reste que les amendements constitutionnels aux États-Unis, c'est la même formule que le Canada. C'est les 2 tiers des États doivent ratifier. Ça doit être passé par le Parlement fédéral, le Sénat, le président, et donc 2 tiers des États. Donc c'est beaucoup. C'est beaucoup et ça n'arrive pas souvent. Les amendements à la Constitution sont surtout arrivés au début, puis ils se sont présentés un à un à mesure que la nécessité se faisait sentir. Enfin, tout ça pour vous dire que dans le système américain, on doit remporter les États. Puis comme je vous ai dit dans une capsule précédente, on doit se présenter à la présidence non pas aux États-Unis, mais dans chacun des 50 États. Donc, chaque candidat, celui qui remporte le plus de votes dans un État, donc là, c'est dans ce sens-là, c'est un scrutin majoritaire universel, dans le sens que au vote universel dans un État, eh bien, le candidat ou la candidate remporte l'ensemble des délégués au collège électoral. Le collège électoral, c'est une espèce de technicalité qui se tient après le vote, quelque part en décembre, le deuxième mardi ou quelque chose comme ça, de décembre. Et puis, le vote est ensuite certifié par le Congrès américain. Et c'est ce dernier vote qui a été interrompu par les événements du 6 janvier. C'était pas le vote, le collège électoral en soi, c'était vraiment la certification du collège électoral. Alors, il y a quand même plusieurs étapes. Normalement, ce sont des formalités, mais on a vu que ça n'en a pas été en 2020. Donc, je vous dis une dernière fois, chaque État, si on gagne l'État par 50 votes, on gagne l'ensemble des votes au collège électoral. Ce sont des personnes physiques, soit dit en passant, qui se réunissent. Donc, chaque candidat, ou plutôt les partis politiques républicains, démocrates de chaque État nomment des personnes qui vont aller voter. En principe, sont tenus de voter pour la personne qui a remporté le plus de votes. Et il y a même plusieurs... il y a des lois qui sont en train de se passer pour les obliger à voter dans le sens de la population, parce que techniquement, il n'y a pas de règle qui dit qu'il faut qu'ils le fassent. Donc, ça ouvre la porte à certaines complications, surtout si il y avait, par exemple, un tiers parti qui remportait des grands électeurs, puis personne n'avait la majorité. Alors, voilà, il y a même une espèce de courant qui se passe pour que suffisamment d'États passent de telles lois pour atteindre le chiffre magique, ce qui nous permet d'en parler maintenant, de 270 grands électeurs. On dit 270 alors qu'il y a 538 grands électeurs au total, ce qui fait que la moitié, ça serait techniquement 269, mais pour gagner, ça prend une majorité, donc d'où le chiffre de 270. Donc, il y a un courant politique, ça s'est passé dans plusieurs États, donc ils cherchent à réunir 270 des États représentant au total 270 électeurs au collège électoral, donc une majorité pour élire le président à chaque fois.
qui sont en train de passer des votes pour dire la personne qui remporte le plus de votes à l'élection fédérale au complet doit recevoir les votes, même si elle a gagné l'État. Donc, ils essayent de comment dire, contourner la Constitution pour faire en sorte que les grands électeurs votent dans le sens que la loi leur dit, votent dans le sens que leur conscience leur dit. Et si la loi dit, mettons pour le Colorado, je crois qu'il est un des États qui a passé cette loi-là, donc mais elle n'entre en effet que lorsqu'il y aura suffisamment d'États pour le faire. Mais s'il y avait des États qui représentaient 270 grands électeurs qui passaient tous cette loi-là, les lois tomberaient en effet, et puis à partir de ce moment-là, la personne qui remporterait le plus de votes aux États-Unis, donc au scrutin universel, serait nommée présidente par ces grands électeurs, peu importe le résultat dans leur État. Alors, ça serait quand même intéressant de voir ce développement-là. Ça, c'est à suivre. Donc, c'est assez longue introduction, mais je pense que c'était important parce que dans les vidéos subséquentes, je vais peut-être en toucher un mot, mais je voulais quand même vraiment jeter les bases de tout ce système et d'où ça s'en va. Alors, on va y aller. Il y a 50 États, il va falloir les passer, mais heureusement, la plupart vont assez vite. Puis je vous ai même mis les sondages, là, vous allez voir sur quoi ça se base. Bon, il y a aussi, à un moment donné, il va falloir que vous me fassiez confiance. Là, quand je vous dis, par exemple, que la Californie est solidement démocrate, vous pouvez me croire. L'Oregon, le Washington, la côte ouest, il n'y a que 3 États, mais c'est ça, 3 États extrêmement progressistes, et puis on peut vraiment dépendre d'eux. Du côté des démocrates, et ça fait beaucoup de votes. La Californie a le plus de votes, vous remarquez ici, 54, c'est vraiment beaucoup. Le deuxième, c'est le Texas avec 40, et si je ne m'abuse, la Floride, troisième avec 30, plus que l'État de New York avec 28. Donc, je vais continuer un petit peu au hasard. L'Idaho, tout petit État qui normalement est très républicain, mais vous allez voir qu'il y a un phénomène, je commence tout de suite à en parler. La Californie, c'est plus achetable, comme on dit en québécois. Le coût de la vie a beaucoup augmenté, surtout les loyers. San Francisco est la ville où les loyers coûtent le plus cher au monde. Et Los Angeles est quatrième, je crois, au monde. Donc, les gens quittent souvent pour les États voisins, mais pas seulement. Ils vont quitter pour le Texas, ils vont quitter pour la Georgie, surtout évidemment à Atlanta, là, les grandes régions métropolitaines. Et ça fait, veut pas qu'il y a tellement d'électeurs concentrés en Californie que dans des États. Et puis, c'est pour ça que je parle de l'Idaho, là, parce que à Boise, par exemple, qui est une des villes connues, si on peut dire, de l'Idaho, il y a pas mal de Californiens qui sont allés s'installer là. Puis là, c'est en train d'affecter la population, parce que les États les moins peuplés aux États-Unis, ils ont un demi-million de personnes dedans. Là. 1 million de personnes. La Californie, là, j'ai pas les chiffres par cœur, mais ça doit être quelque chose comme 70 millions. Là. Donc, ça prend pas beaucoup, un petit pourcentage de Californie pour aller complètement changer la donne dans les petits États. Donc, pour cette raison, il va falloir, ça sera à surveiller un peu partout. Mais l'Idaho, pour l'instant, on peut tout à fait compter que ce soit républicain. Même chose pour le Montana, même chose pour le Wyoming, le Dakota du Nord, le Dakota du Sud, le Kansas, l'Oklahoma, sont tous très républicains. Le Nevada fait partie des États pivots, donc ils sont en question. L'Utah, définitivement, c'est très mormon, c'est très conservateur, c'est très républicain, mais d'une eau très différente de celle de Trump, mais néanmoins, on peut le dire. Le Nouveau-Mexique, définitivement démocrate, mais c'est fragile et à maintenir. Le Colorado, définitivement démocrate. On va revenir sur certains États, vous allez voir. Le Minnesota, présentement, je pense qu'il y a une avance de 10 points pour les démocrates. Il n'est pas question que ça tombe, ce bastion-là. L'Iowa, qui était jadis un État pivot, n'en est plus un. D'ailleurs, ça, c'est une des choses. Si vous vous souvenez, on parlait beaucoup de l'Ohio. On va le marquer tout de suite. Qui était avant un État pivot. Ce n'est plus le cas. L'Ohio est très républicain. Et c'est intéressant parce que paraît-il que jamais un républicain n'a été élu à la Maison-Blanche sans passer par l'Ohio. Alors, c'est une de ces bizarreries de l'histoire. Donc, on a ici le Missouri, l'Arkansas, la Louisiane, très républicain, le Mississippi, l'Alabama, le Tennessee, le Kentucky, l'Indiana, très, très républicain. La Virginie occidentale, bizarrement, est l'État le plus républicain. On ne va pas oublier l'Alaska, on ne va pas oublier l'Hawaï, parce que des fois, c'est facile de le faire.
Alors, la Floride n'est plus un État pivot. C'était un État pivot avant. Ça a été très serré. Vous vous rappelez peut-être que Bush contre Gore en l'an 2000, ça s'est décidé par une poignée de votes que la Cour suprême a décidé de ne pas compter ou de ne pas recompter. Mais maintenant, la Floride je ne crois pas que les démocrates vont investir tant d'argent en Floride. C'est relativement... les jeux sont faits. La Caroline du Sud également. Définitivement républicaine. On est à combien? 174, d'accord. On va continuer. Le New Hampshire, allons voir pendant un court instant où sont les sondages, mais je crois bien... bonjour. OK. Alors, non. Harris en avance dans les derniers sondages au New Hampshire. Le Vermont, l'État de Bernie Sanders, et les États en général de l'Ouest, donc le Massachusetts, le Connecticut, le Rhode Island, le Delaware de Joe Biden, le New Jersey, le Maryland, comme je vous avais dit un petit peu plus tôt, définitivement très démocrate. On va parler de la Virginie, ça ne sera pas très long. Là, je suis obligé de rentrer dans les trucs un peu plus compliqués. Par exemple, Maine, les seuls États qui ne donnent pas tous leurs délégués aux gagnants sont le Maine et le Nebraska. Le Nebraska, voyez-vous, va avoir statewide deux sièges qu'on peut confortablement donner aux républicains. Le premier district républicain. Par contre, le deuxième district penche du côté démocrate présentement. Donc, le Nebraska perd un vote. Ils ont tenté de changer ça pour redonner ce vote parce qu'il y a certains scénarios qui mettaient vraiment là, les deux candidats à égalité si le Nebraska ne donnait pas donnait tous ses votes aux gagnants. Alors, du côté du Maine, on parle de faire la même chose à ce moment-là. On répliquerait pour enlever ce deuxième district qui est donné aux républicains. Je crois que c'est peut-être par souci démocratique. Donc, nous y voici. Le New York, l'État de New York, évidemment, pas besoin de vous faire un dessin. C'est très, très progressiste. Alors, voilà, nous sommes... Oh, le Texas, que j'allais oublier. Mais le Texas, là, je tiens quand même à vous dire, élection après élection, comme je dis, il y a un grand mouvement qui est en train de s'organiser, qui s'effectue, là. Bon, vous voyez, là, c'est pas serré présentement au Texas. C'est même pas serré du tout, mais des fois, ça le devient plus. Donc, les démocrates rêvent du Texas, mais ils peuvent oublier ça. J'ai oublié l'Illinois ici. Donc, vous voyez que ça se resserre un peu. Je crois que du côté de la Virginie, c'est rendu pas mal démocrate. Voyons voir les derniers sondages. Parce que là, on prend une photo dans le temps. C'est serré, hein? C'est serré, mais c'est constant. Puis ça, c'était Biden. Je crois que ça va quand même être avantageux pour Kamala Harris. Je crois qu'on va donner la Virginie si on veut pouvoir commencer à parler sérieusement. Là, la Caroline du Nord, là, c'est vraiment un État pivot. Ça, c'est un des États pivots. Ben, en fait, on commence là. Ça vous donne... voici la carte. Donc ça, c'est les acquis. 223 à 219, très serré. On se rappelle qu'on cherche à atteindre 270. Donc voici, quand il parle de chemin, il dit il n'a pas de chemin viable. Les chemins, ça passe par les États. OK? Alors, le Wisconsin, 10 votes. Le Michigan, 15 votes. La Pennsylvanie, 19 votes. La Caroline du Nord, 16. Georgie, 16. Arizona, 11. Et Nevada, 6. Nevada, c'est intéressant parce que c'est l'État où Las Vegas est là. Et c'est très concentré. La plupart des gens habitent là. Mais en région, on vote très, très républicain. En ville, c'est plus mitigé, mais comme il y a tous les casinos, les hôtels, le syndicat des travailleurs d'hôtels et des casinos est extrêmement puissant et tend à organiser avec les démocrates, mais c'est toujours beaucoup de travail, le Nevada. Donc, intéressant comme situation, mais là, ce qu'on va faire pour l'instant, c'est qu'on va regarder dans un premier temps quels sont les chemins possibles. Alors, quand Joe Biden avait été élu, il avait remporté le Wisconsin, le Michigan et la Pennsylvanie. Et si vous voyez, là, 267, il n'y en a pas assez. Il n'y en a pas assez. Oh! Et regardez le district de Columbia que j'avais oublié, qui vote, lui, qui est prévisiblement démocrate. Regardez, 270 tout juste. Alors, avec le Wisconsin, le Michigan et la Pennsylvanie, c'est pour ça qu'on met autant d'efforts. Biden peut perdre les autres,
peut perdre la Caroline du Nord, la Géorgie, l'Arizona et le Nevada. Et quand même, Harris peut l'emporter avec seulement ces 3 États-là. C'est pour ça qu'ils sont aussi importants. Alors, quand je vous parlais du gouverneur Shapiro de la Pennsylvanie, s'il pouvait venir livrer la Pennsylvanie, vous voyez la quantité de votes que ça donnerait. Ça mènerait vraiment Biden Harris à la porte des buts. Il lui en manquerait plus beaucoup. Hein, il manquerait 2 États. N'importe quel 2 États, je crois. Là. Même les moins populeux, est-ce que ça le ferait? Ça le ferait pas. Mais bon. La Pennsylvanie, du côté démocrate, ça serait absolument crucial. Mais regardons maintenant, et c'est la même chose. Si les républicains devaient emporter ces 3 États, OK, mais que les démocrates remportaient, entre guillemets, le reste, ça passe. OK? Alors, ils appellent ça le Sun Belt. Donc, ils aiment beaucoup les belts, là. OK, je vais vous expliquer où on en est, là. Avec la Caroline du Nord, on remet tout ça. Alors ici, ils appellent ça les Rust Belt States parce que c'est très industriel. Les travailleurs du fer, entre autres, ils appellent ça le Rust Belt. Ici, ils appellent ça le Bible Belt. Puis ici, ils appellent ça le Sun Belt. Pardon, le nouveau message, je n'aurais pas dû l'enlever. Bon. Alors, maintenant, aujourd'hui, photo. OK? Photo finish, là. Où en sommes-nous? Ah ben, allons-y. Demandons au dernier sondage. Alors, qu'est-ce que... voyons. Je demandais quoi? Le Nevada, pardon. Le Nevada. Voici. Le Nevada. Bon. Dernier sondage peut peut-être remonter un petit peu. Mais pas tant. Et puis, regardez, Harris 43, Trump 45. Alors là, on donne le Nevada aux républicains. Allons voir l'Arizona. L'Arizona a été remporté par les démocrates la dernière fois. Il y a eu beaucoup de bruit de la part de certaines figures à la course au gouverneur. Là, c'est cette ancienne journaliste dont le nom m'échappe présentement, là, qui elle aussi nie avoir perdu. Alors, qu'est-ce qui se passe? Là, les derniers sondages, 22 ou 24 juillet récents, Trump encore en avance ici. Alors là, on est obligé de donner Trump ici. Allons en Géorgie. En Géorgie, Trump en avance avec le mairie. Trump en avance ici. On donne la Géorgie aux républicains. Caroline du Nord. Pardon, Caroline du Nord. Caroline du Nord. Trump, vous voyez l'avance quand même qui s'était forgé. 7 points là. Là déjà, Harris, 3 points. On voit quand même le momentum, mais Trump est en train de remporter ici. Trump est rendu à 268. Donc, autrement dit, il n'y a plus d'autre option dans cette situation-là que pour les démocrates de remporter ces 3 États. Si c'était le cas, remarquez, ils gagneraient 270, 268. Vous comprenez, là? Vous comprenez l'importance de ces États-là. Pourquoi on en parle autant? Parce qu'avec ces 3 États-là, on peut se permettre de perdre tout le Sud et quand même l'emporter du côté démocrate. Allons-y quand même, parce que je ne crois pas que les sondages sont nécessairement ce qu'on recherche du côté démocrate présentement. OK. Alors, comme j'ai dit, la Pennsylvanie et l'agglomération donne Trump gagnant, mais regardez. Égalité. Harris légèrement en avance. Donc, les plus récents sondages, là, on met, bon, Fox News, Shapiro. Voyez-vous, Shapiro, c'était lui le candidat. Donc, intéressant, hein? Shapiro contre Trump gagne par 10 points. Shapiro est très populaire, un bon politicien, beaucoup de bagou. Donc là, vous voyez, j'ai envie de le donner aux démocrates parce que c'est clairement par là que ça pointe. Il y a l'effet Shapiro, mais il y a aussi que dans les plus récents sondages, Harris l'emporte par 1 point. Disons que c'est assez pour leur donner pour l'instant. Allons voir le Michigan. Michigan, ça joue dans un mouchoir de poche, comme on dit parfois à RDS. Alors, le plus récent sondage, Trump plus 3. Trump plus 3, c'est assez constant. Quand même un petit outlier ici qui nous donne Harris 42, Trump 41. Mais on voit ici, intéressant, hein? Shapiro 47-48. Même si c'est pas le même Gretchen Whitmer dont je vous avais parlé. Très populaire également. Donc, qu'est-ce qu'on conclut de ces sondages?
je crois qu'on est obligé de le donner à Trump. Donc là, vous voyez, avec ça, Trump remporte la présidence. On va quand même aller voir, parce que les plus récents sondages, ça avait changé un petit peu. Allons voir le Wisconsin. Le Wisconsin, très très serré également. Dernier sondage, égalité parfaite. Même Shapiro au Wisconsin, quand même assez populaire. Gretchen Whitmer, même chose. Donc, Harris 59-30. On voit qu'on est obligé, encore une fois, de donner Trump gagnant ici. Donc, là, je vais juste vous dire, là, voilà le résultat. Là. Présentement, selon les derniers sondages, Trump est encore gagnant. Donc là, la partie est loin d'être gagnée du côté démocrate. Je crois que ça mérite quand même d'être dit. Mais vous voyez, les écarts dans ces États que je vais enlever en gris encore là, sont très, 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 très serrés. Très serrés. OK? Donc, tout à fait envisageable qu'on renverse la vapeur et qu'on l'emporte. Mais le choix du vice-président, commencez-vous à comprendre l'importance du choix du ou de la vice-présidente que Kamala Harris va choisir, parce qu'elle devrait probablement choisir un des gouverneurs populaires ou une des gouverneurs populaires de cette zone-ci. Si elle va avec l'astronaute Mark Kelly de l'Arizona, capable de changer l'Arizona, mais encore faut-il conclure. Moi, je vais vous dire, petite prédiction, je pense que la Caroline du Nord va quand même basculer du côté démocrate parce qu'il y a beaucoup de personnes de couleur en Caroline du Nord. C'est certain qu'ils vont se sentir, surtout avec la façon dont c'est les républicains qui parlent beaucoup de race et de couleur là, dans cette course-là. Quand Hillary Clinton s'était présentée, elle parlait beaucoup du fait qu'elle était une femme et qu'il était temps d'élire une femme, mais Kamala Harris ne porte pas sa féminité ni sa couleur sur sa manche. C'est pas un argument qu'elle sort constamment. C'est plutôt les républicains qui font toutes sortes d'appels du pied aux éléments les plus racistes pour dire hey, on s'entend-tu il y a même quelqu'un aujourd'hui, un républicain, qui a dit That colored woman, avec tout le dédain qu'on peut y entendre. Donc c'est une mauvaise idée. Donc, je pense que la Caroline du Nord va quand même basculer. Ça, on parle de prédiction. Le Wisconsin est terriblement serré, mais à chaque fois qu'il y a eu une élection depuis 2 ans, à la Cour suprême pour la question de l'avortement, ça bascule du côté démocrate. Je pense que ça va être ça va être probablement le plus serré. Le Michigan, là, vraiment, je ne sais pas. La Pennsylvanie, j'ai l'impression qu'avec Shapiro et tous les efforts qui vont être déployés, les démocrates vont l'emporter. Donc, on peut donner... Mais ça, c'est avec Mark Kelly, là, on s'entend. Mais si on leur redonne, vous voyez, si on leur redonne l'Arizona, le Michigan n'a plus d'importance. Voyez-vous comment le Michigan n'a plus d'importance si le Wisconsin passe. Mais par contre, si l'inverse se produit, ça fonctionne aussi. Intéressant, hein? Donc, la Caroline du Nord, va être un État très, très, très important. On en parle moins, on parle plus de ceux-là, mais si les démocrates pouvaient être certains de l'emporter ici, ça faciliterait grandement leur travail. Il y aurait seulement besoin d'emporter 2 des 3 États ici. Même pas besoin de gagner l'Arizona. Même pas besoin de gagner le Nevada. Donc, mais c'est pas ça. Présentement, la carte, c'est ça. C'est ça la carte présentement. Je pense que j'en ai oublié. Il y en a un que j'ai oublié de changer, là. En tout cas. Ouais. Est-ce que j'avais-tu donné l'Arizona? En tout cas, c'est plus tellement le point. Ce qui compte, c'est que vous reteniez que présentement, Trump est gagnant et il va falloir que les démocrates travaillent fort pour l'emporter, mais ils ont beaucoup de chemin. Vous avez vu les différentes combinaisons que je vous ai montrées pour l'emporter. Donc, le choix de la vice-présidence, vous comprenez maintenant toute l'importance, puis vous comprenez pourquoi on n'arrête pas de parler de la Pennsylvanie et de ces ronflants de 19 États. C'est énorme. Là. Parce que j'ai mis la Pennsylvanie. Oui, c'est ça. La Pennsylvanie change de camp. C'est beaucoup plus serré. Il suffit d'en faire basculer un autre, et puis les démocrates, que ce serait lui, ça passerait. Voyez-vous. Ça serait lui. 266. Pas encore assez. Intéressant. Donc, toutes sortes de combinaisons possibles. Mais je vais vous tenir au courant. Là, c'était une photo aujourd'hui. C'est une photo en tout début de campagne. Les gens ne connaissent pas encore vraiment bien Kamala Harris. Il va falloir voir où tout ça va aller. Mais disons que les républicains ont été ses meilleurs alliés à date, avec la façon complètement, j'ai pas vraiment de mots, là, désorganisée, comment dire, exagérée, enfantine, méchante, qu'ils ont approché la campagne. Ils se sont tirés dans le pied à répétition.
Et puis, je vous parlerai aussi de ce vice-président J.D. Vance qui vraiment là, ne passe pas du tout, n'ajoute rien aux tickets. Et techniquement, il est sur l'étiquette républicain. Il ne peut pas être. Donald Trump ne peut plus le retirer du ticket, mais il aurait encore quelques jours, quelques semaines pour se retirer parce que à partir du moment où les États impriment les bulletins de vote, c'est là que ça devient difficile, voire impossible de retirer quelqu'un. Mais les États n'imprimeront pas de bulletins de vote tant que les démocrates n'auront pas complété leur convention et annoncé leur vice-président. Donc, il reste 3 semaines aux républicains pour décider si J.D. Vance était une erreur. Je ne serais pas surpris qu'ils le fassent. Vraiment, là, parce que c'est vraiment, vraiment une mauvaise idée. Puis ça leur permettrait de reprendre la main puis d'être eux, mais nous aussi, on change nos affaires. Et d'être eux autres aussi avec la nouvelle la nouvelle coqueluche du jour. Puis vous pouvez être certain qu'ils prendraient une femme. Ils prendraient une femme qui serait capable de répondre à Kamala Harris puis dire nous aussi, on a une femme. Encore une fois, je pense vraiment que Nikki Haley serait la personne toute choisie. Ce qui serait incroyable d'avoir fait une campagne aussi acerbe contre Donald Trump, à avoir averti tout le monde de ses excès, et encore une fois, comme tout le monde, retourner à Mar-a-Lago, le chapeau dans la main, demander pardon pour les péchés commis et devenir la plus grande fan de Donald Trump. Mais si Donald Trump sait ce qu'il fait, c'est ce qu'il va faire pour aller chercher un plus large auditoire. Et on va voir qu'est-ce que les démocrates choisissent puis les conséquences que ça aura sur la carte électorale. Donc, j'espère que vous en avez appris un peu aujourd'hui. Et ça complète la capsule pour aujourd'hui. Donc, on se revoit dans une prochaine. Passez une excellente fin de journée et à la prochaine.